Salut! Moi, c'est Geneviève. Je suis une adulte qui bégaye et candidate à la maîtrise en orthophonie. Je co-anime Je suis un podcast avec Judith, qui est orthophoniste. Aujourd'hui, à l'épisode, notre invité est Harlem, un adulte qui bégaye. Harlem va nous parler du processus de thérapie qu'il a entrepris alors qu'il était dans la trentaine et qu'il en avait assez des situations désagréables qu'il vivait à cause de son bégaiement. Il nous partage son expérience et ses découvertes, dont le club Toastmasters et la méditation pleine conscience. Il nous parlera aussi de l'importance de redéfinir les succès à travers ce processus de changement. Bonne écoute! Salut Judith! Allô Geneviève! Aujourd'hui, à Je suis un podcast, on reçoit Harlem Ahua, un adulte qui bégaye puis qui est chef de service dans une firme de génie conseil. Oui, en fait, Harlem et moi, on s'est connus parce que c'est mon orthophoniste à Québec, qui est Mélanie Bernier, qui nous a mis en contact parce que c'est l'orthophoniste de Harlem aussi. Et elle me disait que Harlem avait vraiment de belles réflexions à nous partager sur son processus de thérapie. Et ensuite, Harlem et moi, on a pris contact par téléphone récemment. Puis on a parlé ce que j'avais prévu être une conversation de comme 15-20 minutes, s'est avéré être une conversation de plus d'une heure. On a jasé de toutes sortes de choses, ça a cliqué super vite. Et en l'écoutant parler de sa thérapie, de ce qu'il a vécu, de comment il le formule, je me disais, OK, wow, il faut vraiment faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. La pression est élevée. Non, mais... non. Mais à vrai dire, j'ai vraiment trouvé ça le fun aussi parce que c'est rare que, en tout cas, je sais pas pour toi, là, mais tu sais, pour moi, dans la vie de tous les jours, on croise pas souvent des personnes qui bégayent, puis on n'a pas l'occasion de parler non plus de nos expériences, de comment qu'on l'a vécu, de comment que ça nous fait sentir aussi beaucoup, là, tu sais, de qu'est-ce qui nous a poussé à aller faire une thérapie ou de parler de tout ce parcours-là. Fait que j'ai vraiment trouvé ça très, très intéressant. On va dire, je pense que c'est la première fois dans toute ma vie que j'ai eu à interagir puis à parler de ça avec quelqu'un qui bégaye. Fait que c'est vraiment le fun d'être là avec vous aujourd'hui. Mm-hmm. Et quand on s'est parlé aussi à beaucoup de choses que tu m'as dites, j'ai répondu « Ah oui, moi aussi, j'ai fait telle affaire, j'ai aussi pleuré, été stressé, tout ça. » Donc, je pense que nos parcours se rejoignent aussi et rejoignent le parcours de beaucoup d'autres personnes qui bégayent. Avant que tu nous partages les étapes et les éléments qui t'ont aidé dans ta thérapie, j'aimerais juste préciser que tu nous partages... Ben, en fait, je précise ça pas pour toi, mais pour nos auditeurs et nos auditrices plutôt, que tu nous partages ce que tu as vécu, que tu le fais en toute humilité. Ça veut pas dire que chaque personne qui entreprend une thérapie doit passer par ces étapes-là, mais on est certaine qu'il y a des éléments qui vont résonner avec pas mal de monde. Puis, j'aimerais aussi préciser qu'il y a un épisode du podcast américain Stutter Talk qui est l'épisode 710. Ça s'appelle
stuttering recklessly, doing the hard work of change. Et c'est un épisode qui parle aussi du changement que l'on vit quand on est en thérapie et du changement que l'on peut faire dans la manière que l'on bégaie, mais aussi dans la manière que l'on vit notre bégaiement. Et je mets la référence de cet épisode dans notre résumé. Cool. Alors, pour commencer, Harlem, voudrais-tu nous parler un petit peu de ton parcours, où tu es né, où tu as grandi? Oui. Ben, moi, je suis né à Québec. À vrai dire, j'ai toujours vécu à Québec. J'ai grandi, j'ai fait mon primaire, secondaire, cégep, université. Je travaille encore dans la région de Québec. Par contre, à l'automne 2021, je m'en vais dans la rive sud de Montréal. Mais jusqu'à maintenant, j'ai toujours été à Québec. Ah ouais? T'étais où ouais. au primaire ou au secondaire? T'étais où? Oui, c'est vrai? Moi, je viens de Québec aussi. Ouais, ok, puis j'étais où? Moi aussi. J'étais dans le coin. Là, j'ai fait l'école Les Primes-Verts dans le coin secteur Champigny. J'ai fait mon secondaire. J'ai fait 2 ans à un collège français. Je suis pas sûr qu'il existe encore à Québec. OK. Le collège Stanislas. Ensuite de ça, oui, je suis allé ça existe encore, me semble. collège Champigny, Frères du Sacré-Cœur au secondaire. Puis j'ai fait mon cégep in and out à Québec, université, la même chose. J'ai eu un parcours assez, comment je te dirais, parsemé entre le cégep et l'université, là. Mais j'ai tout fait à Québec. OK. Est-ce que t'es allé au cégep Sainte-Foy? Non, je suis allé à Gand. OK. Ah, donc, OK. on s'est pas croisés du tout, c'est ça. OK. Ouais, non, c'est ça. Moi, j'étais à Limoilou au Québec. Hein, Limoilou, cool! Ouais. OK, c'est cool, Harlem. OK. Puis comment ça se passait dans ces années-là pour toi, avec le bégaiement? Moi, à vrai dire, je pense que la première fois que j'ai été conscient de ça, ça a été au primaire. Honnêtement, je pense que c'est en 6e année au primaire, quelque chose comme ça. Puis c'est un collègue de classe qui tout bonnement m'a dit pourquoi? Parce que tu sais, au primaire, souvent ça arrive que le professeur demande à des élèves de lever la main pour faire des lectures à voix haute dans un livre quelconque. Puis dans le temps, moi j'étais toujours celui qui avait la main levée, là. Tout le temps, parce que j'aimais ça lire à voix haute, puis je me posais pas de questions. Jusqu'à temps que cette personne-là vienne me voir, puis qu'elle me dise pourquoi quand tu parles, tu répètes, puis quand tu lis en classe, tu répètes pas. Puis c'est ça, à ce moment-là que j'ai comme pris conscience, parce qu'avant ça, je m'étais jamais rendu compte que je bégayais. Je pense que je savais même pas qu'est-ce que c'était. La lecture à voix haute, pour moi, c'était facile. J'avais aucune hésitation, c'était fluide. Je suivais les phrases avec mon doigt, puis je lisais, j'avais pas d'anxiété, rien. On dirait qu'à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai été conscient, puis c'est là que j'ai quasiment pu être capable de lire à voix haute. Parce que j'ai été conscient de ça, puis à partir de ce moment-là, je me suis mis à bégayer également en lisant à voix haute, puis j'ai arrêté. Oh my God! C'était à quel âge, ça? 6e année, donc probablement vers 10-11 ans peut-être, juste avant le secondaire. Puis après ça, je dirais que au secondaire, quand j'étais à ma première école, qui était une petite école, un collège français privé à Québec, où est-ce qu'on avait des petits groupes, là. Je pense en secondaire 1, on était l'équivalent de 10. Puis en secondaire 2, 9. Fait que c'était un petit groupe, tout le monde, on se connaissait, on parlait. Fait qu'encore une fois, là, j'avais pas de gêne. Puis je parlais librement. Je sentais pas vraiment que je bégayais ou que j'avais un problème X. Quand par contre, en secondaire 3, j'ai changé d'école, là, ça a été un autre type d'école. C'est une école normale. Fait que des classes à peu près à 25-30 personnes par classe. Puis moi, j'avais encore le réflexe de la petite école où est-ce qu'on est 10, tout le monde participe, tout le monde parle, lève la main. Je me suis rendu compte assez vite en arrivant en classe que à 30, quand tu lèves la main pour répondre à toutes les questions, c'est pas forcément bien vu. Fait que j'ai appris dans cet environnement-là, puis je restais un peu plus low profile, puis en même temps, je suis quelqu'un de assez gêné à la base, puis introverti, fait que de faire des nouvelles connaissances, connaître des nouvelles personnes, j'étais pas forcément ancré à le faire, fait que
je restais renfermé. Puis c'est à ce moment-là aussi que mon bégaiement, je pense, a pris plus d'ampleur parce qu'avec le stress ou l'anxiété de connaître les gens, euh, je le faisais pas tant que ça. Puis également, c'est là que dans mes souvenirs, les premières présentations désastreuses sont là. Dans mon souvenir à moi, là, des présentations par exemple dans des cours de français ou des cours d'histoire. Mais à chaque fois qu'il y avait une présentation de la lecture à faire à voix haute, dans mon souvenir, ça l'avait jamais bien été. Mm. Puis c'était toujours désastreux. En même temps, je pense que j'aimais pas ça. Je me préparais pas, ce qui rendait la situation encore pire. Mais à partir de ce moment-là, c'est là que j'étais vraiment conscient que je bégayais. C'est comme s'il fallait que j'évite ces situations-là où est-ce que j'allais avoir trop d'attention sur moi puis que j'allais devoir prendre la parole parce que c'était quoi qui était difficile. Ouais, tu m'as justement dit que au cégep et à l'université, tu évitais beaucoup. Oui, clairement, ça s'est poursuivi après. Puis au cégep, ça a été la même chose. J'ai hésité pendant longtemps. D'ailleurs, un jour, je me suis toujours dit ça, il va falloir que je prenne le temps de retrouver un des professeurs de français que j'ai eu au cégep. Parce que c'est un peu grâce à lui même que j'ai terminé mon cégep. Wow. Il y a eu des... Mais c'est arrivé 2 fois. Il y a eu un résumé de lecture qu'il fallait qu'on fasse devant la classe. Puis dans le temps, j'étais comme trop gêné de le faire devant toute la classe. Fait que je m'étais arrangé pour aller voir le professeur à son bureau puis lui demander de faire ça à porte fermée seulement avec lui pour pas avoir à subir cette humiliation-là. Peut-être que le mot est fort, mais c'est ça qui me traitait en tête pareil. Là. J'ai fait exactement la même chose que toi, puis j'avais le même mot en tête pour pas être humilié dans ma présentation. Exact. Fait que je l'ai fait. Puis le même professeur, si je me souviens bien, à la fin, on avait également une autre présentation à faire. Puis je me souviens avoir fait ma présentation, puis m'être pas présenté en classe pour la faire, puis je savais qu'il fallait le faire. Fait que si je le faisais pas, j'avais pas mon diplôme, je terminais pas mon cégep. Donc le professeur m'a rappelé, m'a donné une autre chance de le faire dans un autre groupe. Wow. Fait que je pense que dans les dossiers, il y avait mon numéro de téléphone, il m'a convaincu de le faire parce que moi, dans ma tête, à la base, là, j'y allais pas puis ça me dérangeait pas. Tu étais prêt à éviter de faire la présentation, quitte à pas passer ton cégep? Ouais, à ce moment-là, oui. Tu sais, fait que c'est là, tu sais, quand on parle d'évitement, puis on prend en reparler, tu sais, moi, c'est vraiment aller je pense, à l'extrême, là. Puis il y a eu d'autres cas dans la vie de tous les jours, mais c'est ça, je pense que c'était vraiment le pire. Fait que puis au final, je pense ma présentation, dans mon souvenir à moi, c'était encore une fois, comme les autres au secondaire, un désastre. J'ai détesté ma présentation du début à la fin. Je suis pas sûr que j'ai regardé les collègues ou les personnes qui étaient dans la classe, là, les collègues de classe, mais je me souviens de l'avoir fait. Puis grâce à ça, d'avoir passé. Mais si ça avait été juste de moi, je pense que j'aurais choisi de ne pas terminer le cégep avec toutes les conséquences que d'avoir à faire ça. Fait que c'est ça, c'était vraiment une situation qui était complètement négative et désagréable. Puis c'est quoi que le prof t'a dit pour comme pas te convaincre, mais tu sais, te dire vas-y là, Harlem? Honnêtement, je me souviens pas. Je pense que je me souviens pas des mots exacts. Je pense que je me souviens juste que je m'étais dit s'il avait pris la peine de m'appeler puis me donner une deuxième chance, probablement qu'il fallait que je la saisisse. Fait que c'est pour ça que je l'ai fait, mais ouais, je me souviens pas des mots exacts. On remercie ce prof-là d'avoir posé ce geste. Je me rappelle que j'avais une présentation à faire en anglais. J'avais demandé à la prof si je pouvais faire la présentation dans son bureau, ce qu'elle avait accepté. Et le jour de la présentation, dans son bureau, j'étais devant elle et je pleurais tellement ça me stressait. Hein. Et puis c'était juste elle et moi, tu sais. Ouais, c'est des années où
on est très inquiets de ce que les autres pensent de nous. On est des jeunes adultes. C'est pas évident quand on bégaye, là. Et que personne semble comprendre ce que le bégaiement c'est, puis attribue ça à toi qui est pas capable de te gérer. Vraiment. Non, exact. C'est pas facile. Mais tu sais, juste un petit point, là, dans le fond, dans les cégeps, les secondaires aussi, il y a des plans d'intervention qui peuvent être faits quand on s'adresse au coordonnateur du programme, au cégep, exemple. Tu sais, moi, j'ai une cliente qui avait eu un plan d'intervention, puis à cause du bégaiement, dans le fond, c'est elle qui avait dit, ben moi, mes présentations, je vais les faire devant le prof uniquement ou devant un petit groupe uniquement. Puis ça faisait partie de des règles, donc elle faisait aucun exposé devant le groupe, c'était seulement devant sa prof. Dans ses cours de français, exemple, puis philo, mettons, là, je sais pas, c'est... Mm-hmm. Mais en tout cas, pour ceux qui nous écoutent puis qui sont au cégep présentement ou à l'université, il y a quand même des choses qui peuvent exister, d'aller voir... on pourrait mettre dans le lien de l'épisode, là, peut-être des informations plus spécifiquement pour ça, là, puis souvent, c'est en orthophonie aussi qu'on va écrire le plan d'intervention, puis qu'on va parler au coordonnateur ou à la personne ressource au cégep là, ou à l'université pour ça. Là. En tout cas, juste pour ceux qui s'intéressent. Là. J'ai entendu dire dans mes cours que dans certains cégeps, il y a des orthophonistes aussi. C'est très, très rare, là, mais ça se peut qu'il y en ait un dans votre cégep si vous êtes au cégep et vous nous écoutez. Là. Ouais, c'est vrai. J'aurais aimé savoir, moi, à cet âge-là, qu'il y a des ressources, tu sais. Je me souviens que j'avais consulté la psychologue au cégep, puis je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit, mais je me souviens de mon impression qu'elle semblait pas comprendre ce que je vivais. Il y a ça aussi, tu sais. Ça se peut qu'il y en avait pas, hein. En fait, ça se peut que ça soit assez récent, ça. Ça se pourrait très bien que ce genre d'accompagnement-là pour les étudiants soit récent. Récent, je dis, mettons, dans les 10-15 dernières années, mettons, là. Ça se pourrait, mais... Ouais. J'aimerais ça maintenant qu'on parle de ta thérapie. C'est ça, t'es allée consulter, comme je disais tantôt, Mélanie Bernier, qui est à Québec, qui est mon orthophoniste aussi et qui est excellente. J'aimerais ça que tu nous parles de qu'est-ce qui t'a poussé à aller consulter pour une thérapie en bégaiement. Ouais. Ben, ce qui m'a poussé, c'est, tu sais, là, on parlait du cégep, de comment ça s'était passé. Bon, suite à ça, j'ai finalement terminé mon cégep. J'ai fait mon bac. J'ai eu les mêmes difficultés aussi au bac, où est-ce que, bon, à l'occasion, je me suis pas présenté pour faire des présentations. Je suis resté couché un matin que j'avais une présentation. Maintenant, je passais tout droit. J'ai fait on voit que chose. là, t'as fait les signes de guillemets, là. T'es Ouais, passé ouais, tout ouais. droit Tout en droit. guillemets. Non, c'est ça, exactement. Mais bon, j'ai fini par terminer. Puis suite à ça, j'ai commencé un emploi en gynéconseil. Dans mon emploi, j'étais encore dans le mode évitement, pas être à l'aise. Je me souviens au début là, j'allais rarement luncher avec les autres parce que je voulais pas trop parler de moi parce que justement j'allais encore bégayer, connaître mes collègues, c'était plus difficile. Ça m'arrivait de sortir à l'extérieur pour dîner, pour juste manger par moi-même puis pas avoir à être assis à la table avec tout le monde. Plein de choses. Au début, mettons, quand j'avais à appeler quelqu'un au téléphone, ben j'essayais de le faire soit quand il n'y avait pas personne autour de moi ou j'allais dans une salle de conférence par moi-même pour pas que les gens m'entendent parce que j'avais peur du jugement qu'il allait avoir lorsqu'elle allait m'entendre bégayer parce que je savais que ça allait arriver tout le temps. Je prenais juste le téléphone puis le stress montait, je pouvais le sentir dans le ventre, tu sais, puis tout. Fait que j'ai pensé à consulter, je pense, un de mes premiers mandats. Je suis allé faire... on travaillait avec un fournisseur. Puis sur un appel, j'avais dû... à vrai dire, j'étais comme un peu la référence technique. Puis il me posait une question. Fait que je devais répondre à la question en avant de tout le monde. Fait qu'encore une fois, tu sais, l'anxiété monte, le stress, parce que c'était pas seulement moi sur l'appel, c'était les gens de mon équipe, les gens du client, le fournisseur. Puis je me souviens que le client avait rien compris du tout de mon explication, puis il avait fallu que je répète. Puis même là, je pense qu'ils n'ont pas osé de me faire répéter une troisième fois parce qu'ils n'avaient pas compris encore. Puis c'est suite à ça, je pense que
tu sais, dans la vie, une de mes peurs à la base, c'est de pas être compétent. Fait que quand je fais quelque chose, typiquement, j'essaie de bien le faire. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça m'a vraiment tanné que une des premières impressions que les gens qui me connaissent pas ont, c'est de quelqu'un qui a de la misère à s'exprimer puis qui bégait. Puis veut pas, il y a comme une espèce de biais inconscient qui juge de ta compétence par ça, puis ça me tannait. Fait que c'est vraiment ça qui m'a poussé à aller consulter. Puis, à vrai dire, je suis allé 2 fois parce que la première fois, je suis allé, mais j'ai pas continué parce que j'étais souvent parti en chantier pour le travail. Puis les rencontres, je devais les remettre ou les annuler tout le temps parce que je partais quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Fait que j'ai mis ça sur la glace pendant, je pense, un bon 2 ans. Je suis allé peut-être quelques semaines, j'ai pris une pause. Puis après ça, je suis retourné. Puis là, de mémoire, je me souviens pas qu'est-ce qui m'a fait retourner, mais je pense que c'était juste quelque chose qui me trottait dans la tête depuis longtemps. Puis je me disais, ben, à vrai dire, je m'étais tout le temps dit que c'est quelque chose qu'un jour, j'allais m'occuper puis j'allais essayer de régler. Puis à un moment donné, le timing est venu où est-ce que j'étais moins souvent parti, plus souvent disponible. Puis je me suis dit, why not? Okay. Quand tu as entrepris ta thérapie, la première et la deuxième fois, qu'est-ce que tu avais en tête comme objectif? Parce que tu as dit, je voulais régler ça. Ouais. Qu'est-ce que ça voulait dire pour toi de régler ça? Plus bégayer, je pense. Plus vivre avec cette peur-là que tu as tout le temps. Ça te quitte jamais un peu, là, dans la vie de tous les jours. Autant au travail, si tu as à appeler quelqu'un, laisser un message sur une boîte vocale, laisser un message d'absence, avoir envie d'aller voir un film aussi au cinéma, mais à la place d'appeler pour voir s'il y avait de la place, préférer te présenter sur place parce que en personne, ça passe mieux, mettons, de poser de la question. Fait que prendre 40 minutes de plus pour peut-être 30 secondes. Mais ça me dérange pas. J'ai fait ça aussi tellement souvent, là, que, tu sais, me dire c'est moins grave perdre mon temps que risquer de bégayer plus. T'sais. Exact, mais je pense que c'est comme c'est un peu de la douleur émotionnelle ou de la honte, ou tu sais, tantôt on parlait d'humiliation, là, c'est un peu ça à tous les jours dans ce cadre-là, tu sais, fait veux pas, tout l'évitement, je pense, que je faisais, c'était pour moi me protéger, pour éviter à suivre, tu sais, à vivre des situations comme ça, puis j'étais rendu quasiment anxieux en société ou à éviter un paquet de situations que je savais que j'allais devoir parler ou être en contact à cause de ça. Puis je pense que j'avais juste décidé que c'était assez, là, que je voulais essayer de faire quelque chose pour essayer de m'aider à travers ça. Ça nous emmène à parler à aller au vif du sujet de notre épisode. C'est-à-dire parler des éléments et des étapes dans ta thérapie qui t'ont amené vers à entreprendre un changement durable concernant ton bégaiement. La première chose dont j'aimerais que tu nous parles, c'est la notion de définir le succès de la thérapie. Tu viens de nous dire que quand tu as commencé, pour toi, le but, c'était de ne plus bégayer. Est-ce que, avec le recul maintenant, comment définirais-tu le succès de ta thérapie? C'est une excellente question parce que oui, je pense que ma définition, elle a changé. Si je suis 100% honnête, là, au début, mon but, c'était d'être 100% fluide. C'est comme si un coup de baguette magique, on enlève ça puis t'es guéri. Fait que je pense que ma volonté, c'était ça. Ultimement, maintenant, c'est plus de l'accepter puis je pense que je suis quand même rendu là dans mon cheminement. Il y a des occasions que je vais bégayer. Là, en ce moment, je contrôle quand même bien, mais il y a encore un paquet de situations où est-ce que je sens les bégaiements, que je bégaye plus, surtout quand je suis fatigué ou stressé, mais ça me dérange plus. Je suis plus en train de me taper sa tête, tu sais, de façon intérieure à chaque fois que ça arrive en me disant que je suis pas ci, je suis pas ça ou quoi que ce soit. Fait que je pense que pour moi, maintenant, la définition de être guéri, c'est que ça règle
ça gère plus ta vie comme on parlait avant, là, au niveau de situation d'évitement, couper court à ce que j'ai envie de dire, par exemple, parce que je veux pas poser des questions à la fin d'une présentation parce que ça me tente pas que tous les regards soient sur moi puis que j'ai de la difficulté à le dire puis que je bégayais puis au lieu attendre à la fin de la présentation pour aller voir le présentateur puis lui poser la question un à un après. C'est toutes ces situations-là, je pense que je voulais arrêter de prendre le chemin de détour, là. Mm-hmm. Est-ce que Judith, ça reflète ce que tu constates dans ton expérience clinique? Ben oui, ben en fait, c'est ça qu'on essaie d'amener. C'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, tu sais, de les amener à voir le bégaiement d'un autre œil, tu sais. Puis chacun a son cheminement différent, chacun, ça prend le temps que ça prend, c'est très différent d'une personne à l'autre, mais c'est ça, ultimement, ce que tu dis, Harlem, c'est ça le but d'une thérapie réussie, que je dirais, tu sais. Que dans le fond, t'es capable de voir que certaines situations, tu veux utiliser certaines de tes techniques, d'autres, ça te tente moins, d'autres que y a du bégaiement, ça te dérange plus. Ça, c'est magnifique. Quand tu dis ça, là, moi, je trouve ça, c'est magnifique, tu sais, parce que c'est vraiment ça, comme tu le dis, la définition du succès, c'est que tu parles. Puis tu parles, puis tu dis tout ce que tu as envie, tu parles dans toutes les situations que tu as envie, ou en tout cas, la majorité des situations de ta vie de tous les jours, tu sais. Ouais. Fait que c'est super, c'est vraiment ça que ça devrait être le but pour ceux qui désirent, en fait, parce que c'est pas le désir de tout le monde, mais je pense que, tu sais, la façon de faire comme ça puis d'avoir ce but-là, c'est qu'on est tellement mieux. Puis au bout du compte, c'est ça qui est durable. C'est ça que tu disais, Geneviève, en tantôt, là, t'as amorcé un processus de changement durable. Quand on est bien, ça veut dire que ça va rester tout le restant de ta vie. Tu sais, fait que moi, je trouve que c'est quelque chose c'est un bel objectif des beaux objectifs à viser, là. Puis en même temps, je pense que c'est progressif. Puis quand ta thérapie finit, c'est-à-dire quand tu cesses de voir ton orthophoniste, tu continues encore à faire des progrès. Tu sais, moi, je considère que j'ai accepté, ben, je sais pas si on accepte à 100% un jour, mais que mon processus d'acceptation est bien entamé. Mais il y a des situations précises encore où j'aime pas prendre la parole. Là, c'est un secret. C'est un secret de Polichinelle. À la maîtrise, dans mes cours, là, j'ai vraiment de la difficulté à prendre la parole. J'aime pas faire des présentations dans mes cours. Puis c'est quelque chose que je travaille encore dessus, tu sais. J'aime pas ça, prendre ma place dans la classe à la maîtrise. Puis pour toutes sortes de raisons, mais je travaille là-dessus encore, puis j'ai 29 ans, tu sais. Mais ça n'a rien à voir avec l'âge. Oui, non, je sais. C'est vrai, c'est vrai. Ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est vrai, tout à fait. C'est que la vie change toujours. Tu sais, comme là, justement, Harlem, tu viens de dire, j'ai un nouveau poste depuis quelques semaines. Je suis chef de service, je gère 35 personnes. J'aurais jamais pensé ça. Fait que, tu sais, dans le fond, la vie nous amène ailleurs, puis ça nous amène des lots de défis. Puis dans le fond, c'est ça. Puis ce qui est durable, c'est quand tu te connais bien, tu sais qu'est-ce qui te rend heureux, qu'est-ce qui te fait du bien. Puis que tu sais, ça, je suis bon, ça, je suis moins bon, ou ça, j'ai plus de facilité, moins de facilité. Puis après ça, puis d'être bienveillant envers soi-même. Tu l'as dit aussi, là, Harlem, de dire que... Clairement. C'est ça, d'être bienveillant, puis de dire, je me tape plus sa tête. Ça, c'est tellement important. C'est ça qui fait que tu vas garder ça toute ta vie, en fait, c'est ça. Non, c'est ça, exact. Puis Geneviève, t'inquiète, tu disais que t'as 29. Moi, en ce moment, j'ai 40. Honnêtement, le réel changement, c'est peut-être opéré il y a 5 ans. Fait que, tu sais, à 29-30 ans, j'avais pas fini mon bac encore. J'étais dans une place assez dark, je pense, là. Fait que, tu sais, où est-ce que t'es en ce moment? T'es des 1000 en avance d'où est-ce que j'étais à 29, là. Ben, merci de me dire ça. Ça me fait penser aussi que dans des congrès où j'ai été, des congrès sur le bégaiement, il y avait des adultes, là, 50, 60 ans, 70 ans, 80 ans qui étaient là, puis qui nous disaient je viens à peine de commencer ce processus d'acceptation.
Mais c'est sûr que l'époque où ces gens-là ont vécu est pas la même que nous, tu sais. Mais je pense que Judith, tu fais vraiment bien de préciser que ça n'a pas rapport avec l'âge du tout. Puis même j'aurais peut-être pas dû dire ça parce que je me rends compte que c'est un jugement que je pose sur moi. Puis je veux pas juger, je veux pas poser de jugement sur moi ni sur les autres. Tu sais, il y a pas d'âge pour entreprendre un changement ou être rendu quelque part dans ta vie. Tu sais, ça. Mais Ouais. tu sais, moi, je l'entends souvent en clinique, ça, de dire « Hey, j'ai 50 ans, puis j'en reviens pas que je suis encore à ce niveau-là. » Tu sais, on avait une cliente, disons, qu'elle avait quelque chose d'important qui la stressait, une présentation quelque part, là, puis ça la stressait beaucoup, puis elle dit « J'en reviens pas que là, je me voyais encore devant mon miroir comme quand j'avais 14 ans, puis ça n'a pas de bon sens, j'en ai 50. » Tu sais, mais maintenant, c'est ça, dans le fond, le travail qu'elle a fait avec nous, ben elle avait cet âge-là, puis c'est comme ça, puis elle se sentait mieux après quelques mois, puis c'est ça le plus important, là, tu sais. C'est sûr qu'idéalement, on aimerait que justement des ados commencent ou ce message-là qu'on veut envoyer, c'est le plus tôt possible, en fait, tu sais, de dire que le bégaiement, c'est pas mauvais, tu sais, de le voir d'une autre façon pour justement mieux vivre avec, puis que ça des expériences négatives s'accumulent moins à travers les années, là, si on veut, mais tu sais, je l'entends aussi, là, c'est ça, là, tu sais, comment ça, je suis adulte, puis je vis encore ça. Tu sais, comme si le fait d'être adulte, on pourrait plus vivre des situations... Ouais, ce qui est pas vrai. Puis en même temps, je suis certaine, si on allait faire un vox pop dans la rue, puis on parlait à plein de gens, là, que des gens de tous âges diraient que « Ah oui, je suis anxieux de faire telle affaire, telle chose qui me stresse. » Même à 60 ans, 70 ans. Puis il y a quelque chose de beau dans ça, je pense, qu'à tout âge, on peut être vulnérable. Tu sais, de pas lutter contre ça, parce qu'il y a pas un âge où on a comme tout atteint, puis il y a plus rien qui nous fait peur. Ben non, Bref. c'est ça. Pour revenir aux étapes et aux éléments de ta thérapie, il y a autre chose qui est très intéressant, c'est que c'était vraiment important pour toi de comprendre ce que le bégaiement c'est. Ouais. J'aimerais que tu nous en parles. OK. Ben, je pense que je suis comme ça, moi, dans la vie, là. J'essaie de prendre un sujet, puis de le décortiquer en profondeur, puis de comprendre comment que ça marche. Fait que, au début de la thérapie, au début, ouais, vers les débuts, j'avais demandé à mon orthophoniste de me donner des ressources pour que je sois capable de continuer des lectures par moi-même, puis si elle me référait des ouvrages, par exemple, sur le sujet ou quoi que ce soit. Puis elle m'avait recommandé un livre, que c'est Stuttering, je pense, là, de Barry Guitar, que j'ai lu, puis que ça m'a vraiment ouvert les yeux sur les causes du bégaiement, les différents types de traitements, autant chez l'enfant en bas âge, l'enfant plus âgé, puis l'adulte. Fait que ça m'a permis de voir un peu mon parcours à travers ça, puis de voir où est-ce que je me situais, puis de mieux le comprendre. Fait que ouais, c'est de quoi qui m'avait beaucoup intéressé. Puis dans les étapes, aussi ce que j'ai fait, c'est ça peut paraître anodin peut-être, mais ça va toujours me marquer là. Ce que j'ai appris au début de ma thérapie, ça a été beaucoup au niveau de la respiration. Ça a été mon premier game changer là, entre parenthèses. Je ne respirais pas profondément. J'avais de la misère avec le rythme de ma respiration aussi, où est-ce que on dirait que c'est comme dans la vie, j'avais appris que tu respirais au début de ta phrase, tu respirais au virgule, puis tu respirais à la fin de ta phrase. Fait que je prenais jamais de pause pendant ma parole, même si j'étais à bout de souffle. Fait que là, j'essayais de pousser, puis là, j'accentuais mes blocages. Fait que ça, pour moi, ça a été une des étapes très, très importantes de juste apprendre à respirer. Tandis que maintenant, ce que je fais, que j'en suis conscient, puis j'ai essayé de le pratiquer, je l'ai pratiqué beaucoup, c'est d'inspirer par la bouche avant de commencer à parler, puis ça m'a beaucoup aidé. Ou est-ce qu'avant, je le faisais pas, puis je me sentais toujours bloqué dans le fond de ma gorge, puis ça a été le jour puis la nuit, fait que d'être conscient de ça. Après ça, je pense que les techniques, ça m'a beaucoup aidé, parce que quand on va voir un orthophoniste, en tout cas pour moi, j'avais besoin d'aide.
Fait que ça me prend quelque chose à pratiquer, à me rattacher. Fait que c'est toujours intéressant de, bon, apprendre la technique, comment le faire, pratiquer, le faire avec des phrases. Puis j'étais quand même à l'aise là-dedans, là, d'en pratiquer. Moi, j'aurais pu là, prendre, on part à difficulté 1, là, puis genre, on se craint qu'on monte ça toutes les semaines. Mais rapidement, je me suis comme rendu compte que je pense les techniques, je les savais, il restait à les pratiquer. Puis dans ma tête, je me disais, c'était quoi la prochaine étape? C'est comme si j'en voulais plus, mais plus, mais pas ça. Parce que, par exemple, la prochaine étape, c'était maintenant, on commence à faire des appels. Mais les appels, je pense, je les ai repoussés pendant 3 ou 4 semaines où est-ce que j'étais pas prêt encore. Là. Ça me stressait trop. Je préférais être à lire mes phrases puis à pratiquer les techniques. J'étais comme dans mon confort. Puis ultimement, je me suis comme rendu compte à force de chercher puis d'essayer de voir les prochaines étapes là, pour augmenter que il y en avait comme pas, je pense. T'sais, la prochaine étape, c'est de confronter au final ma peur, mon évitement que je faisais en pas vouloir faire d'appel. Puis j'ai commencé à le faire pour me rendre compte que c'était pas si pire que ça. Fait que c'est là que j'ai comme appris que juste de focuser sur les techniques, je pense que pour moi, ça allait, tu sais, j'allais plafonner. Il fallait que je commence à affronter cette peur-là que je gardais depuis des années puis que j'avais encore pour être capable de commencer à changer plus ce que moi j'appelle mon mindset là. Parce que ultimement, je pense que le changement principal que j'ai été capable de faire, c'est à ce niveau-là. Où est-ce que je me suis dit, ben, il n'y aura pas de recette miracle. Là. Oui, ça va être inconfortable. Oui, je vais me sentir mal. Mais je pense que ça va être le meilleur moyen parce que plus que la mécanique, une fois que j'ai appris, comme je parlais au niveau de ma respiration, puis d'inspirer par la bouche, ça a été 2 affaires majeures que sans ça, je pense que j'aurais pas fait de autant de progrès que j'en ai fait. Mais l'autre étape après, ça a été de commencer à vaincre un peu cette peur-là qui me rongeait, que j'avais tout le temps, du matin au soir. Tu sais, la minute que j'étais pas tout seul dans ma tête, là, puis qu'il fallait que je parle à quelqu'un ou que j'aille faire quelque chose, c'était tout le temps là. Puis une fois que j'ai commencé à faire ça, c'est là que ça a commencé à changer. Ouais, fait que t'es allé étape par étape, c'est ça, tu sais, graduellement, de faire comme un appel, je sais pas, là, un endroit que t'étais plus à l'aise, mettons, puis après ça, faire un autre appel, un endroit qui semble plus stressant, fait que tu sais, étape par étape. Ouais, puis après ça, rapidement, moi, je suis allé à l'autre étape au-dessus. Où est-ce que... ça faisait longtemps que j'y pensais, j'avais déjà fait des recherches, mais j'avais jamais osé. Puis je me suis dit, les présentations en public, comme je parlais, ça avait toujours été ma bête noire depuis le secondaire, cégep, université. Fait que je me suis inscrit à Toastmasters quand j'ai compris qu'il fallait que je me mette en danger puis que je prenne la parole. Fait que Toastmasters, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un club qui a été fondé aux États-Unis depuis au-dessus de 100 ans, où est-ce que les gens se rencontrent à toutes les semaines pour prendre la parole en public, puis se pratiquer. Fait qu'il y a différents rôles, mais au final, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des discours, on jase, on se met en danger, on apprend certains trucs, certaines techniques. Puis ça, je dirais que ça m'a également beaucoup aidé parce qu'au départ, c'était encore une fois les mêmes vieilles histoires, les mêmes souvenirs, les mêmes réflexes qui repassaient en boucle où est-ce que je me trouvais pas bon, ça me stressait. Mon premier discours, je me souviens, là, j'y ai pensé pendant toute la route en voiture en y allant, où est-ce que ça me stressait. La minute que je me suis levé pour faire mon premier discours, j'ai quasiment vu noir, là, ou que, tu sais, le stress monte. De pression. Exact. Puis là, tu sais pas où mettre tes feuilles, tu regardes, t'es comme en mode survie. Puis de semaine en semaine, à force de prendre la parole puis à te mettre en danger, avec l'exposition, ben, t'apprends à gérer ce stress-là, à être plus conscient, à ce que ça prenne pas tout, puis là, tu peux mettre en place certaines des techniques que t'as appris, certaines pauses quand même, mais bref, au final, à force de le faire, c'est là que tu deviens un peu plus en contrôle puis que t'es capable d'agir sur la situation. T'sais, sans avoir fait ça, je pense que j'aurais jamais eu l'exposition parce que je les cherchais pas de toute façon les occasions pour parler. Fait que ça a été vraiment, je dirais, la deuxième grosse étape là, après avoir appris certaines techniques de base, surtout au niveau de la respiration. Toastmasters, ça a été vraiment le deuxième gros step. Là.
C'est tellement cool que tu parles de ça, là, parce que c'est une ressource vraiment qui existe depuis longtemps, puis c'est comme si c'est un lieu encadré, tu sais, que justement, tout le monde est là pour pratiquer la même chose, pratiquer à présenter devant un groupe, fait que c'est vraiment cool. Exact, puis je pense que l'affaire principale, c'est que c'est un lieu qui est sécuritaire. Tout le monde est là pour la même raison. Fait que tout le monde a sa propre raison de vouloir y aller. Tout le monde est à des niveaux différents, sauf que tu as vraiment une communauté d'entraide qui est là, puis c'est ça qui est intéressant. Puis c'est ça qui permet que tu retournes de semaine en semaine, puis tu sais, également de la façon que c'est fait, c'est que ça donne de la rétroaction, puis ça te donne des bons coups, puis ça t'encourage de revenir en semaine. Fait que c'est un peu comme une thérapie en soi, là, où est-ce que les gens vont te prendre, peu importe ton niveau, puis tranquillement, on évolue tout le monde ensemble. Fait que c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout le monde, ceux qui sont intéressés, là. Même que au Québec, je pense pas, mais ça existe des groupes Toastmasters de gens qui bégaient. Fait que c'est des groupes exclusifs pour les personnes qui bégaient. Au Québec, je pense pas que ça existe par contre, mais je sais qu'aux États-Unis puis en Angleterre, il y en a, fait que c'est super chouette. J'avais aussi fait j'ai aussi fréquenté un club Toastmasters, puis ça m'a aidé vraiment là. J'en ai fréquenté un pendant 6 mois, puis j'avais une peur noire ou une peur bleue, qu'est-ce qu'on dit? Une peur bleue, je pense. Ouais, en tout cas, j'avais une très, très, très grande peur bleue des présentations. Ça m'a vraiment aidé, là, ça m'a désensibilisé beaucoup. Les premières fois aussi, j'avais le cœur qui débattait. La seule chose que j'aimerais dire pour nos auditeurs et nos auditrices qui pensent à fréquenter un club Toastmasters, c'est que dans mon expérience, moi, c'est vrai que c'est un super bon club, puis les gens s'entraident, c'est un milieu safe. La seule chose, c'est que ça se peut que les gens te donnent des commentaires sur ton bégaiement, mettons, puis c'est comme à en prendre... Ben, il faut que t'en prennes puis t'en laisses. Moi, ce que j'ai vécu, c'était vraiment toutes des super belles choses, mais c'est arrivé à quelques reprises, mettons, qu'on me dise « Ah, je remarque que tu bégais plus quand telle affaire. » J'ai l'impression que t'es nerveuse quand tu bégais. T'sais, comme des petits commentaires de même que j'étais comme... Tu sais, j'étais plus jeune, j'avais 23 ans. J'étais moins dans mon processus d'acceptation aussi, puis c'est des commentaires qui m'ont quand même fait de la peine, tu sais, mais je reconnais que j'étais plus sensible avant que maintenant. Puis tu sais, ça m'avait dérangé quand même beaucoup. Fait que tu sais, c'est possible que ça l'arrive, mais c'est pas une raison pour pas y aller, tu sais. Dans le fond, c'est une raison pour se désensibiliser à ces commentaires-là aussi. Exact, je t'entends dire ça, là, puis j'étais en train de me dire, là, tu sais, quelqu'un qui me passerait un commentaire comme ça, je serais comme de... Je le sais. Ouais, c'est ça! C'est comme ça que je suis là, me dire, genre, ouais. Tu penses que ça va m'aider en me le disant? Ouais. Puis moi, j'avais juste une dernière question par rapport à ça, tu sais, aux thérapies, là, dans le fond, tu sais, c'est ça, fait que la respiration aussi, ça fait partie un petit peu, si on veut, de la grande famille des techniques aussi, tu sais, là, quand on parle de technique, là, on parle de façonnement de fluidité, ça veut dire que t'as appris, comme on disait, les initiations douces, les contacts légers, ce genre de choses-là, OK. Exact. Ça, on en a déjà parlé dans d'autres podcasts. Ouais, exact. Puis c'est de quoi que j'ai fait aussi, là. Avec la respiration, souvent pour les mettre en pratique puis comprendre, j'ai fait souvent de la lecture à voix haute pendant plusieurs semaines à la maison, systématiquement tous les matins en 10-15 minutes. Bon, je sais que je suis peut-être intense, là, mais ça, c'est moi, là. Mais pour... Mais non, non, c'est bien parfait. Mais pour mettre en pratique ces techniques-là, fait qu'une fois que ma copine était partie le matin, moi je partais un peu plus tard de la maison, puis c'était mon moment tranquille, zen, où est-ce que j'avais pas personne. Je faisais mon 10 minutes, mettons, à pratiquer ma respiration en début de phrase, mes attaques douces, mais c'est ça, c'est comme tout ça qui m'a aidé. Tu sais, ultimement, après le début, j'ai compris que de un, si j'étais là pour trouver une espèce de hack ou penser que j'allais avoir un sac de technique puis qu'après ça, que ça allait être fini, c'est là que je me suis rendu compte que c'était pas le cas. C'était vraiment un processus puis qu'il fallait que je continue à me pratiquer puis à développer ça. Tu sais, moi, je suis quelqu'un qui peut-être de façon
naïf croit que si je mets le temps puis les efforts, je peux faire un peu de n'importe quoi, mais tu sais, pour ça, je le croyais aussi. Puis je sais que le cerveau est plastique puis tout, fait que je sais pas si ça a un lien avec une théorie quelconque, mais tu sais, moi, de façon personnelle, je crois fortement à ça, puis c'est ça qui m'a amené également à pratiquer ces techniques-là, à être conscient de la respiration, puis tout. Puis je dirais, je pense, tu sais, je disais, bon, le premier gros changement, c'est la respiration. Le deuxième, c'est Toastmasters. L'autre, après, ce que je dirais, là, c'est méditer. Je l'ai fait un peu de façon à peu près en même temps. Fait qu'il y a 4 ans où est-ce que j'ai commencé, puis j'ai commencé en Lyon, fidèle à mon habitude. J'ai fait ça en boucle depuis 4 ans sans arrêter, là. Mais ça a été l'autre gros changement parce que, tu sais, on parlait de voix intérieure tantôt, là. La méditation, ça m'a aidé à être plus conscient de cette voix-là, de ce que je me disais, qui, au final, ce que ça faisait, c'est juste renforcer ma pensée négative quand je bégayais ou quand ça n'allait pas bien. Ça m'a aidé aussi à reconnaître les situations, les signes physiques quand je bloquais ou quand j'étais stressé, à être plus dans le moment présent, puis à voir, OK, qu'est-ce qui se passe là? Là, je respire plus. Là, ma gorge se serre. Là, je suis en blocage. Là, j'essaie de passer, on va dire de passer au travers de mon blocage au lieu de juste prendre une pause puis d'être relax. Fait que la méditation, c'est pour moi un gros affaire aussi qui m'a aidé beaucoup, là. Comment est-ce que tu la pratiques, cette méditation-là? J'utilise une application. Puis typiquement, c'est le matin. Fait que j'essaie de faire un 20 minutes à chaque matin. Puis c'est pleine conscience, là. Moi, j'utilise Headspace, mais il y a plein d'applications, il y a plein de trucs gratuits aussi sur le web maintenant, là. Il y a de plus en plus de recherches scientifiques sur les liens entre la méditation pleine conscience et le bégaiement. Je sais pas si, Judith, tu veux nous en parler rapidement? Ouais, ben en fait, tu sais, c'est comme si, moi j'ai Michael Boyle en tête, entre autres, en 2011, qui avait écrit là-dessus, là. On l'aime beaucoup, hein, Michael Boyle? Oui, Michael Boyle! Ça serait, hey, tu devrais lire l'article, Harlem, t'aimerais ça, là. Okay. C'est comme, ça a été lui, à mon souvenir, que j'ai entendu pour la première fois, mais je sais qu'ailleurs aussi dans le monde, il y a eu certaines données là-dessus, mais c'est de justement de revenir au moment présent quand on bégaye. Tu sais, puis ça, ben c'est de la méditation, c'est de la pleine conscience, de revenir dans le corps, qu'est-ce qui se passe. Puis comme tu le dis très bien, là, Harlem, là, de revenir à comment je me sens, qu'est-ce que j'ai fait. Ah tiens, je sens que ma gorge se serre, ou ah tiens, là, j'ai mes épaules. Des fois, on se rend compte que, je sais pas si ça vous arrive, mais tu sais, on parle, nos épaules sont super hautes, là. Puis là, de dire, oh, ok, attends, je suis dans mon corps, puis je sens ça, tu sais. Puis, dans le fond, c'était comment c'était dit par Michael Boyle, c'était une avenue du futur, si on veut, là, quelque chose qui peut être très pertinent. Encore là, pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui ça parle, tu sais, qui seront pas tant intéressés par faire la méditation, c'est correct, mais tu sais, pour ceux qui sont un peu intéressés, je veux dire, c'est vraiment, vraiment pertinent parce que ça apaise. On dirait, c'est comme si ça nous permet de nous déposer. On se dépose, puis après ça... je dirais même ceux qui veulent rien savoir, je le recommande quand même. Ouais. J'en ai parlé avec certaines personnes, puis souvent les gens se disent, ils ont peur qu'en méditant, les pensées leur viennent plus aussi rapidement qu'ils viennent. C'est pas ce que ça fait du tout. T'sais, la méditation, souvent, on a comme une espèce de vision là, où est-ce que c'est, je sais pas moi, un lac plat qui a pas de vagues, rien. Fait on pense à rien, on n'a pas de pensée. Moi, c'est pas ça du tout. T'sais. Ce que ça fait en tant que tel, c'est juste d'être plus conscient. Ça vient ajouter une espèce de délai entre la situation puis notre réaction qu'on a face à cette situation-là. Fait que si je la mets dans le bégaiement, OK, mettons, je vais faire un discours Toastmasters. Là, je sais que je suis stressé. Mon premier discours, là, aucun gap. Je suis juste en mode survie. Je suis stressé, je comprends pas. J'essaie de passer à travers mon discours le plus vite possible, que ce soit fait, que j'aille me rasseoir et que ce soit fini. Quand je suis plus conscient, ce que je suis capable de faire, c'est d'un, me rendre compte que je suis stressé,
De deux, me rendre compte c'est quoi la sensation que j'ai, où est-ce que je suis en train de balloter, je commence à sentir de quoi dans mon ventre, je me rends compte que je respire plus correctement. Là, si je me pose, je prends une respiration, ça m'aide à déstresser puis à reprendre le contrôle. Fait qu'au final, tout ce que ça fait, c'est que ça vient juste mettre un petit délai qui va venir changer comment je vais réagir face à la situation. Si je le ramène dans le contexte du bégaiement, si je me rends compte que je bégaye, mais là, je suis conscient de c'est quoi que je me dis après. Est-ce que je me tape dessus en me disant « Bon, encore une fois, tu bégayes, puis t'aurais pas dû, puis là, le monde, ils vont penser de quoi de toi? » Ben, la méditation, ça me permet de, un, d'être conscient de ce que je suis en train de me dire, de deux, de me dire est-ce que ça m'aide ou ça m'aide pas, puis de pouvoir laisser aller ces pensées-là, puis de les remplacer par d'autres après. Ou même au niveau physique aussi, de me rendre compte que je sens que je vais bloquer sur quelque chose, puis juste de prendre la petite pause, prendre une respiration, puis laisser aller le blocage, puis de continuer à parler. Fait que pour moi, ça, c'est vraiment le point majeur que je recommanderais à tout le monde. Moi, ça m'a vraiment aidé, c'est mon autre game changer. Il y a un principe de base dans la méditation pleine conscience aussi qui est le non-jugement que j'aime beaucoup parce que, dans le fond, ça consiste à être présent dans ta tête et dans ton corps quand tu interagis avec d'autres personnes ou même si tu n'interagis pas, là, si tu es dans le bois puis tu marches, puis juste avoir une attitude de non-jugement face à ce qui se passe, face à ce qui t'entoure. Moi, c'est une des choses qui m'aide le plus, là, que par exemple, si j'interagis avec une personne, je bégaye, la personne fronce les sourcils, puis là, je pourrais soit me dire « Oh non, elle est en train de me juger, elle comprend pas parce que je bégaye. Ah! » Ou si j'ai une attitude de non-jugement envers ce qui se passe, ben là, c'est comme « Ah, tiens donc, la personne fronce les sourcils. » Puis comme ôter la valeur qu'on attribue à ce geste-là, mais se dire, c'est tout. Elle fronce les sourcils, puis c'est tout. Puis peut-être c'est parce que elle a un déficit auditif, puis elle m'entend pas bien, ou peut-être qu'elle fait ça avec tout le monde. Peut-être. Puis j'ai rien à gagner à analyser ça, tu sais. Exact. Puis j'aime tellement qu'est-ce que tu dis. Parce qu'au final, ça revient à changer l'histoire qu'on se raconte. C'est quand il y a un stimuli, mettons que la personne fronce les sourcils, le réflexe que tu disais toujours, c'est « Bon, ça y est, je sais que j'aurais pas dû de quoi de même. » Puis là, tu fais juste le remplacer par « fronce les sourcils. » C'est tout, tu sais. Puis tu continues à parler. Ça t'affecte pas. Puis c'est de pas se juger non plus. Tu sais, justement, quand on fait de la méditation puis qu'on est dans le moment présent, là, les pensées sont là. Comme tu le disais, Harlem, on les voit, on les observe, on les suit pas. Puis si je les suis puis je commence à retomber dans mon espèce d'hamster qui roule, je reviens à mon corps puis je me juge pas. De dire, voyons, comment ça, je suis encore en train de tomber dans mes pensées, puis voyons, comment ça, je suis encore stressée. Le non-jugement, c'est ça aussi. Puis au contraire, même en méditation, on va se remercier de ne pas embarquer dans la pensée puis de revenir au corps, revenir au moment présent, on va se remercier, tu sais, fait on est tellement dans une attitude d'amour puis de self-care complètement, là, que justement, on juge pas les pensées qu'on a, on juge pas nos travers, si on veut, parce que ça fait partie on prend du recul. Il y a ça aussi que j'entends beaucoup quand vous parlez, on prend du recul face à tout ça, puis ça fait qu'après ça, on est plus conscient de tellement de choses quand on prend du recul puis on réagit moins. Ou, tu sais, comme tu dis, Harlem, ça permet de choisir ou, tu sais, fait que c'est... Ouais, à différents niveaux, je pense que ça aide à diminuer le stress, diminuer les émotions... pas les diminuer... en fait, moins réagir, c'est ça. Avoir un peu moins d'émotions négatives puis de réaliser la situation qu'on veut. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Harlem, par rapport à ça. J'espère que les gens vont essayer la méditation. Go, essayer la méditation! Ouais. Il y a plusieurs personnes qui m'ont fait le commentaire que la méditation, c'était pas pour eux parce que ils étaient pas bons là-dedans, tu sais. Mais je tiens à préciser qu'il y a personne de parfait dans la méditation comme dans rien, là. Moi, ça fait
1 an que je médite pas tous les matins, mais ça, mettons 4 fois par semaine. Puis il y a des matins, ça va pas bien, là. Puis tu sais, mais un des principes de base dans la méditation, c'est la bienveillance. Puis quand je me perds dans mes pensées, ben je reviens, puis comme Judith disait, je me remercie. Puis même si je le fais 45 fois en 10 minutes, c'est pas grave, tu sais. Exact. Puis les matins qui vont pas bien, à vrai dire, c'est les meilleurs matins. Parce que quand on sent qu'on n'a pas envie de le faire ou on pense que la hamster roule vite, je pense que c'est là que ça vaut le plus la peine de essayer justement de lâcher prise, de comprendre qu'est-ce qu'on se dit, de qu'est-ce qui nous stresse, de pourquoi, tu sais. Fait que, encore une fois, le but, c'est pas d'être bon, c'est pas d'arrêter les pensées, c'est d'être à l'aise ou être bien avec les pensées telles qu'elles sont en ce moment. Il y a des journées que les pensées vont être négatives, ils vont en avoir beaucoup. D'autres que les pensées, ça va être zen, on va être bien, puis ça va être agréable. Le but, c'est juste de rester pendant un certain nombre de temps avec les pensées sans rien faire. C'est tout. Ouais. Il n'y a pas de but en tant que tel, là. Le but, c'est pas d'être calme ou d'être zen, c'est juste d'être conscient de quelles sont les pensées qui nous habitent puis quand est-ce qu'ils partent. Vous avez dit tantôt, je pense, c'est Judith qui a dit ça, que la méditation, ça laisse de l'espace pour faire un choix. Puis je pense que la notion de choix quand on bégaye, c'est très important de commencer à... Ben, je pense qu'en thérapie, une des choses les plus importantes, c'est de se rendre compte qu'on peut faire un choix quand on bégaye. Fait que dans un moment de bégaiement, mettons, on peut, grâce à la méditation, entre autres, avoir la présence pour se dire, OK, comment je veux, comme là, j'ai un blocage, comment je veux le vivre? Est-ce que j'utilise la technique d'attaque? Ben, tu sais, je suis pas en train de dire qu'on pense tout ça pendant la seconde où on bégaye, mais je crois que personnellement, plus on pratique, plus c'est facile. Tu sais, on peut se dire, ah là, j'ai un blocage, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais allonger? Est-ce que je vais faire une attaque douce? Est-ce que ce soir, je suis fatiguée, puis je m'en fous, puis je laisse aller, puis je vis mon blocage comme il sort sans rien faire? Est-ce que je me concentre sur le contact visuel avec mon interlocuteur? Tu sais, fait que c'est comme la notion de faire un choix, je trouve, c'est... En tout cas, moi, ça me fait vraiment du bien parce que c'est comme un contrôle que j'exerce. Puis en même temps, ça me permet de bégayer d'une façon qui me ressemble plus puis qui me plaît plus. Exact. Puis quand on est en contrôle aussi, on est moins stressé. Puis s'il y a du stress, ben on peut se dire... Ouais, mais comme exercer un contrôle sur son stress en disant « Je reconnais qu'il y a du stress, puis je l'accepte. » Exact. C'est normal. Puis de toute façon, l'émotion physique, ce que j'ai utilisé beaucoup dans mes premiers discours, c'est la sensation physique entre être stressé ou avoir peur puis être excité, c'est quasiment la même chose. Fait que ce que je faisais beaucoup aussi, c'est juste me dire OK, je suis pas stressé, je suis excité, j'ai hâte que ça arrive puis ça va être le fun, mais au final, j'essayais de me faire un tour de passe-passe à moi-même, mais la plupart du temps, ça fonctionnait bien aussi. Là. Ouais, puis ça revient à changer l'histoire que tu te racontes. Exact. Au final, moi, je pense que l'histoire de toute la thérapie, c'est exactement ça. Où est-ce qu'avant, je me tapais beaucoup dessus en me disant je suis pas bon, je suis pas ci, je suis pas ça, je bégaye. Si je bégayais pas, ça serait donc bien facile. J'enviais les gens qui bégayaient pas jusqu'à temps que je me rende compte qu'il y avait d'autres problèmes ou qu'il y avait d'autres stress aussi dans la vie de tous les jours. Puis, au final, je pense avec la méditation, pas avec la méditation, avec le bégaiement, souvent, on est tellement dans nos pensées négatives. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est être conscient de un, qu'est-ce que je faisais de pas correct. Fait que, au départ, d'être conscient que j'étais pas bon là-dedans, surtout avec la respiration, puis les attaques douces, puis tout ça. Après ça, c'était de les pratiquer. Fait que, je savais que j'étais pas bon encore, mais je savais sur qu'est-ce qu'il fallait que je travaille. Après ça, ce qui a été difficile, c'est d'essayer de les mettre en pratique en faisant de la lecture à voix haute pendant des
des minutes et des minutes pour mettre ça en pratique, essayer de le mettre en pratique dans des conversations aussi où est-ce que je savais que j'allais être stressé ou quand même focusé sur la respiration, essayer de me calmer, pratiquer les attaques douces. Puis avec le temps, c'est là que je me rends compte que j'étais capable de incorporer ça dans mes habitudes ou dans mon discours de tous les jours sans vraiment que je m'en rende compte. T'sais, maintenant, je vais être capable de rattraper un blocage quand je sens qu'il s'en vient, puis prendre une respiration au bon moment, laisser tomber le stress, puis de faire comme si ça paraissait pas. Fait que moi, je le sais que je viens d'éviter un blocage, mais pour la majorité des gens, ils le voient pas aller, là. Puis à la fin, ultimement, l'espèce de petite voix qui était négative à l'excès, je pense, elle devient plus avec de la compassion, je pense. En tout cas, moi, c'est ça, là. J'ai plus de compassion envers moi-même en me disant, je serai pas parfait, je voudrais pas être parfait, je suis à l'aise avec ça. Si les autres, ça leur cause un problème, ben, so be it. Mais, tu sais, ça run plus. C'est plus quelque chose qui va gérer ma vie, puis que je vais faire un paquet de détours, que je vais essayer de planifier ma vie pour éviter une situation ou un autre. Je vais juste essayer de le faire comme ça vient, puis advienne que pourra. Maintenant, suite à ta thérapie, quand tu as des journées où tu bégais vraiment plus, là, puis ben, comment tu réagis à ça maintenant? Je peux en parler. Je suis là-dedans en ce moment. Ça fait quoi? Ça fait presque 1 heure, je pense, qu'on parle jusqu'à maintenant. Au début, ça allait super bien, zen. Là, je commence à me rendre compte que je suis un peu plus fatigué, que j'accroche un peu plus aussi, puis que j'ai plus d'épisodes où est-ce que je bégais. Mais c'est correct, je pense, ça fait partie de moi. Puis je pense que ce que j'avais beaucoup peur, c'est le regard des autres face à ça. Mais je pense que avec le recul, je sais le chemin que j'ai fait. Je connais, je pense, un peu plus ma valeur maintenant. Puis c'est peut-être bizarre à dire comme ça, mais le regard des gens a moins d'impact, je pense, sur mon bien-être ou les affaires. Fait que je pense que la seule façon que je le vois, c'est que ça me dérange. Je sais pas si je dirais plus, mais clairement, ça me dérange moins. Je sais pas si je pourrais dire que ça me dérange plus parce qu'il y a toujours une espèce de petite arrière-pensée, mais je pense que l'affaire principale qui se passe, c'est que quand il y a un événement comme ça qui se passe, je le garde pas avec moi longtemps. Là. Je l'oublie assez rapidement puis je passe à autre chose. Là. Ouais, parce que ça fait la différence. Hein? Moi, j'ai des clients qui me disent que avant, quand il y a un bégaiement, ils pouvaient passer des jours à comme ressasser ça ou des heures, en tout cas, à y repenser. Puis si on diminue ce temps-là, ben ça fait qu'il te reste du temps pour faire tellement d'autres choses dans ta vie, puis tu te sens tellement mieux, tu sais. Mieux et libre, je dirais aussi. Ouais. Ça résonne vraiment avec mon expérience personnelle aussi, là. Avant, quand j'étais plus jeune, je pouvais passer des heures à penser à... J'étais allée au cinéma, j'ai commandé mon billet, j'ai bégayé sur le titre, puis 3 jours plus tard, j'y pense encore, tu sais. Je te dis, mais regarde, moi, c'est l'enfer. Pour le travail, pendant presque 3 ou 4 ans, je travaillais beaucoup, je traversais beaucoup la frontière pour aller aux États-Unis pour le travail. La fameuse douane. Systématiquement sur l'autoroute, là, à peu près à 30 minutes avant de passer la frontière, là, je commençais à stresser. Puis je commençais à me répéter dans ma tête qu'est-ce que j'allais dire, comment j'allais le dire, à pratiquer, c'est quoi la ville, où est-ce que je vais, pourquoi je vais, un peu en boucle les questions que je pensais qu'elle allait me poser pour moi essayer de gérer mon stress puis mon anxiété. Puis à mesure que j'approchais, le stress montait jusqu'à temps que j'arrive devant le poste de douane. Puis maintenant, c'est ça que je me suis rendu compte dans les dernières années quand j'ai eu à le refaire. J'avais plus ce discours-là ou cette préparation-là qui, avant, je pense, essayait de m'aider à me mettre en confiance, mais je sais que ça me stressait beaucoup aussi parce que ça se passe jamais comme on l'a prévu, puis on est tout le temps pris au dépourvu, puis en tout cas, moi, ça m'ajoutait beaucoup de stress, puis là, maintenant, je suis comme,
pose tes questions, puis je vais répondre comme ça va venir. Fait que ça, c'est une libération aussi, où est-ce que, tu sais, le stress de la douane, je pense que tout le monde est un peu stressé, même si t'as rien à te déclarer. Mais moi, j'allais dire. Ça me stresse au max. J'ai tellement de niaiseries des fois, là. Je Ouais, parle en anglais, j'ai l'impression de fait comme cacher des guns dans mon char. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Je m'en vais faire du camping. Puis là, genre, je suis stressée. Puis là, mon chum est là. Mais t'es tellement pas bon, genre. Puis là, on passe. Puis je suis comme, mon Dieu, Seigneur. Exact. Mais tu imagines si tu dis ça, mais une demi-heure avant de passer, là, ça dure 1 heure de temps, ça. Non, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est stressant comme situation. C'est pas le fun. Puis les douaniers, là, ils te regardent, là, comme si t'étais, là, je sais pas, ils te scannent, on dirait, puis ils te jugent au max, tu sais. Ouais. En tout cas, c'est une situation vraiment pas le fun. J'aimerais ça pour conclure que, Harlem, tu nous fasses un genre de recap de tes meilleurs conseils, tes meilleurs trucs, ce qui t'a aidé dans ton cheminement vers un changement durable. OK. Parfait. Ben, moi, d'un, j'encourage tout le monde qui veut le faire. Moi, je me suis posé la question pendant longtemps si je voulais le faire, si j'allais le faire. Finalement, je l'ai fait, je regrette pas du tout. Pour moi, on peut le résumer peut-être en 5 trucs. Là, on en a parlé plusieurs, mais si je les repasse dans l'ordre, tu sais, le numéro 1, je dirais, c'est d'être conscient de notre petite voix intérieure. Tu sais, la petite voix souvent qui nous dit que on n'est pas capable, qu'on n'est pas bon, si ça. Savoir la reconnaître puis qu'est-ce qu'elle dit, c'est super important. Le deuxième, c'est un peu en lien avec ça, c'est de savoir reconnaître les signes physiques des blocages, où est-ce que j'étais incapable de le faire. Fait que ça m'a beaucoup aidé. Tu sais, on parlait de reconnaître les sensations physiques de blocage, sensations physiques de stress, ma respiration. Fait que ça, c'est le deuxième. Le troisième, méditer. On en a parlé beaucoup, là, mais moi, c'est vraiment pour moi, c'est l'item clé, puis ça vient renforcer les 2 premiers aussi. Mm-hmm. Quatrième, je dirais de... excuse-moi, Harlem, oui. juste pour dire aussi, tu sais, comme on se disait, c'est pas parce que tu penses que c'est pas pour toi, mais essaie-le. Tu sais, pour les gens qui écoutent puis qui seraient pas sûrs, là, essayez-le avant de dire « Oh non, ça c'est pas pour moi », tu sais. Mais essayez-le, puis souvent d'aller dans un groupe de méditation, ça peut aider. Parce que des fois, c'est difficile de se motiver soi-même ou d'aller chercher, mettons, l'application puis de continuer à le faire. Il y a plein de groupes qui existent, à Montréal, entre autres, là, puis sûrement c'est en ligne maintenant, là, mais ça aide parce que c'est de la méditation guidée. Donc, quelqu'un va te dire un petit peu quoi faire pendant la période de méditation. Ça peut vraiment être un bon point de départ pour les gens qui veulent débuter la méditation. Oui, excellent. Quatrième, je dirais, c'est de mettre les efforts. Faut le voir plus comme étant un processus. Il n'y aura pas de moment rapide, de hack. Là. Moi, je pense qu'au début, quand j'ai suivi la thérapie, je voulais prendre un sac de techniques là, puis penser que ça allait vite. Là. Ça va pas vite. C'est un processus, puis on continue toujours à travailler là-dessus, je pense, toute notre vie, puis on s'améliore. En tout cas, je pense tout le temps, il n'y a pas de fin. Puis le dernier, je dirais, truc, c'est de utiliser des gens autres que nous pour suivre notre progrès. Souvent, on est très mauvais juge de soi-même. Si on se dit, OK, dans telle présentation, j'ai été bon, j'ai pas été bon. En tout cas, moi, je suis très mauvais envers moi-même. Fait que ça m'aide quand quelqu'un me donne un feedback objectif là, pour justement m'aider à assimiler qu'est-ce qui se passe. Fait que, rapidement, 1, être conscient de la petite voix. 2, reconnaître les signes physiques. 3, méditer. 4, mettre les efforts, c'est un processus. Puis 5, utiliser quelqu'un pour suivre le progrès avec nous. Un orthophoniste, c'est parfait. Puis je recommande la nôtre Mélanie Geneviève à tous. Ben oui. Mélanie! Salut Mélanie! Si tu nous écoutes, on est très satisfait de tes services. Merci vraiment! Wow, c'est excellent, tellement pertinent et essentiel à écouter pour toute personne qui bégaie, qui souhaite entreprendre une thérapie. Et précisons-le, c'est pas parce qu'on bégaie qu'on doit suivre une thérapie, mais si vous le souhaitez, voilà, je pense que les conseils que Harlem nous a partagés sont excellents. Mais merci beaucoup de ta participation. Merci vraiment.
Ouais, Merci à vous. À vrai dire, c'est un sujet qu'on n'a pas, en tout cas que moi, j'ai pas eu la chance d'explorer souvent. Là. Ça n'arrive jamais que, on peut avoir une discussion ouverte sur ça, puis qu'on parle de tous nos trucs, nos processus, les pensées sombres, la façon dont ça a eu une emprise sur notre vie. Fait que merci, c'est le fun. Ben, merci à toi, Geneviève. Merci, Harlem. Puis on se voit bientôt, Geneviève, pour un autre épisode. Oui, à la prochaine. Bye! Bye! Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast. C'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!